Le Premier ministre a répondu aux questions des députés à la suite de son discours sur la situation de la nation. Les réactions des élus ont été préparées au sein des groupes parlementaires. Ce soir, nous vous proposons une intrusion dans les coulisses de ces chapelles politiques constituées à l'hémicycle. La Bank of Africa lance la construction de son siège, un immeuble de 6 niveaux dans la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou, une réalisation qui devrait permettre à cette institution de mieux se rapprocher de sa clientèle. Et puis les hauts fourneaux de Kaya, debout à nouveau, ils ont été restaurés par l'association Passaté qui ambitionne de faire de ce patrimoine un musée qui témoigne de l'histoire de la réduction du fer en milieu traditionnel. L'invité du 20h, Prudence Julie Nignan Somda, ministre des Droits humains et de la promotion civique. Avec elle, nous reviendrons sur le bilan de la journée du souvenir de la promotion des droits humains et de la démocratie et sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Djomian. Bienvenue sur ce plateau, madame, messieurs. Pour commencer, direction Kossiam. Le président du Faso a reçu ce jeudi le directeur général du Total Afrique et Moyen-Orient, Mohamed Ngueye. Au menu des échanges avec le président du Faso, président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, le projet de prévention des IST dans le milieu des routiers, un programme qui bénéficie du soutien de la Fondation Total. Monsieur Nguer en parle à l'issue de l'audience au micro de C. Sylvestre Da. Au président du Faso, le directeur de Total Afrique et Moyen-Orient et sa délégation ont présenté le programme 2AS qui signifie Association Africaine Solidarité que la Fondation Total vient de lancer hier jeudi 4 avril à Ouagadougou. Un programme qui vise à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le VIH-Sida avec comme public cible les routiers. Nous avons renouvelé à son Excellence l'engagement du groupe Total envers le pays, envers ce programme. Il nous a rassuré sur la détermination personnelle, sur la détermination du gouvernement, de la République à poursuivre dans cette voie. Et ce que nous faisons, qui est modeste, est un accompagnement. Et comme Africain, moi je suis très fier de ce qui se fait dans le domaine au Burkina. Entre le Burkina et la société Total, c'est une relation d'amitié et de collaboration vieille de plus de 60 ans, jalonnée de multiples investissements. Nous sommes une société profondément ancrée sur le continent. Quand nos concurrents se sont retirés d'Afrique, nous sommes restés, nous avons continué à investir. Nous investissons près de 9 milliards par an dans le pays. Et évidemment, ce qui est la préoccupation des Burkinabés, du chef de l'État, du gouvernement, est également la préoccupation de Total. Et c'est pour ça que nous avons voulu, avec la Fondation Total, participer aux efforts qui sont faits dans le pays en matière de lutte contre le sida. Dans le cadre du programme 2AS, prévu pour durer 3 ans, ce sont 300 millions de francs CFA qui seront investis au Burkina Faso. Bank of Africa lance aujourd'hui la construction de son siège, un siège qui se veut à la hauteur de son positionnement sur le marché burkinabé. 6 étages. De la première pierre à l'immeuble fini, les travaux devront prendre 2 ans. Le reportage de Drissa Serré. Les usagers de la route et les clients le vivent au quotidien. Le siège actuel de la Bank of Africa, situé sur l'avenue menant à l'aéroport international de Ouagadougou, est en permanence encombré. Le phénomène est aggravé par les problèmes de parking rencontrés par les nombreux usagers de la banque. Non loin de là, ici dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka, la BEA Burkina Faso érigera un nouveau siège. 6 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour réaliser un immeuble R+6 sur une superficie d'environ 14 000 mètres carrés. C'est la preuve qu'une banque qui a été créée il y a 15 ans a pu donc se développer, être un acteur important du financement de l'économie burkinabé et qui montre par la construction des sièges qu'elle s'est développée, qu'elle est bien gérée, qu'elle est performante, qu'elle a su dégager des ressources en elle-même pour pouvoir construire un siège parce que le siège coûte quand même 6 milliards de francs CFA. Et ça montre la solidité de cette banque qui voudrait rassurer davantage ses clients à venir.
Totalisant à elle une quinzaine d'années d'existence, la BOA Burkina Faso est une banque de 300 travailleurs et 150 000 clients. À travers ce projet, elle a décidé de se doter d'une infrastructure moderne répondant aux attentes de ses clients et aux aspirations de ses employés. À force d'audace et d'innovation, cette institution a su s'imposer dans le paysage bancaire burkinabé. Elle se distingue aujourd'hui comme l'une des meilleures banques du groupe BOA, passant de la 4e à la 2e place. C'est un projet à la fois qui allie tradition et modernité. Et puis c'est un projet ambitieux parce que nous avons prévu plus de 13 000 mètres carrés, ce qui est nettement supérieur aux besoins aujourd'hui. Mais nous avons quand même l'ambition de grandir, l'ambition d'accompagner le pays dans le financement de ces projets, mais surtout d'accompagner aussi le citoyen à la bancarisation. Le gouvernement attend beaucoup de cette banque pour soutenir l'économie nationale où les besoins de financement sont énormes. Le fait d'avoir un siège, surtout un siège comme vous avez un peu en tout cas l'architecture, ça va permettre à la banque de pouvoir mieux rayonner, d'être plus visible par rapport donc à son ambition. Mais aussi offrir plus de prestations, un meilleur service à la clientèle, bref, d'être encore plus performante. La BOA Burkina Faso a ouvert ses portes en 1998 en tant que 7e banque sur la place et 5e du groupe Bank of Africa. Le groupe compte à ce jour une banque en France, 15 en Afrique, soit 16 banques au total. À l'issue du discours du Premier ministre sur la situation de la nation, les députés ont eu droit à la parole pour interpeller le chef du gouvernement, lui poser des questions diverses. C'est par groupe parlementaire que les députés se sont organisés pour préparer les questions adressées au chef du gouvernement. Ce sont de véritables chapelles politiques constituées par idéologie ou par affinité. Un coup de projecteur sur les manœuvres au sein des 5 groupes parlementaires. Sourinoma Ibrahim Guigma, reportage. Le grand oral du Premier ministre devant l'hémicycle terminé, les groupes parlementaires se retirent dans ce qu'on peut appeler leur chapelle. Ici, nous sommes au Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, et c'est Alain Yoda, le président du groupe, qui dit la messe. Oui, on n'a pas dit que ce n'est pas crucial, mais non, nous pouvons poser après une question écrite ou une question orale. Vous voyez, ici, là, il faut que ce soit un débat avec le Premier ministre. La salle bouillonne de questions, mais il y a des paramètres qu'il faut intégrer. Par exemple, ne pas oublier que le chef du gouvernement est de la famille. Quelques mètres plus loin, la tanière du lion. Les députés du Parti pour le progrès et le changement UPC préparent leurs interventions. On définit la nature des questions et on les répartit selon le profil de chacun. Le député maire plus Ido. C'est ça, hein? On est à 7. Donc vous prenez toutes les questions. Si vous ne les avez pas, on vous les donne. Même ambiance au groupe Convention des forces républicaines CFR. Ici, on veut donner la chance à chaque député de pouvoir prendre la parole et de poser au moins une question au Premier ministre. La question du blanchiment technique, jusqu'à l'heure où je parle, moi je ne maîtrise pas exactement le concept de blanchiment technique. Au groupe Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, Gilbert Noël Ouedraogo et ses camarades députés tissent leur stratégie. Comme dans une équipe de football, il y aura des attaquants et des appuis. L'atmosphère est parfois détendue au groupe Alternance démocratie et justice, ADJ. Mais des choses sérieuses se disent. On analyse, on pense même lui donner quelques leçons. En fait, il devrait retenir que cet exercice-là, il ne s'agit pas de venir dire « Madame la marquise, tout est beau, tout est joli ». Il s'agit de venir et de dire au peuple « Voilà les soucis que nous avons ». La sonnerie qui invite les députés à rejoindre l'hémicycle retentit. Le Premier ministre attend leurs questions. Voilà, nous retrouvons notre invité, Madame le ministre de la promotion des droits humains et de la promotion civique. Bonsoir encore une fois. Le 30 mars, c'était la journée du souvenir de la promotion des droits humains et de la démocratie. Quel bilan peut-on tirer quelques jours donc après cette manifestation? Merci M. Tchombiano et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le bilan qu'on peut tirer de la commémoration de la Journée nationale du souvenir de la promotion des droits humains
et de la démocratie, c'est un bilan positif, un bilan satisfaisant, parce que toutes les activités prévues au programme ont été exécutées. Et au-delà de la mise en œuvre des activités, il y a eu une participation, je peux dire, massive. Car avant d'aller à Dédougou, nous avions reçu l'information selon laquelle il était difficile de mobiliser la population à Dédougou. Mais avec ce que nous avons eu comme participation, nous pouvons donc dire que le bilan était positif parce que la population a manifesté un intérêt certain en sortant et en participant à toutes les activités organisées dans le cadre de cette commémoration. En outre, à travers ce qui nous est revenu par la presse et par les commentaires, nous avons vu que le message a été entendu, le message est passé et c'était notre objectif de faire passer ce message de paix, ce message de tolérance. Dans l'intitulé de la manifestation, il y a les mots souvenir, il y a promotion des droits humains, il y a promotion de la démocratie. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que ces valeurs-là s'ancrent dans l'esprit des Burkinabés? Pour ce qui concerne le souvenir, nous n'avons pas manqué de rappeler à la population tout entière ce que le Burkina a traversé comme crise et les conséquences issues de ces crises. Nous avons donc rappelé que les conséquences étaient désastreuses pour le développement, pour l'évolution du Burkina Faso et qu'il y a lieu de se remémorer donc de cette crise-là, de ses conséquences et pouvoir agir de manière responsable dans l'avenir et construire pour bâtir le Burkina. Donc, pour ce qui est du souvenir, c'est ce que nous avons passé comme message. Pour ce qui est de la promotion des droits humains, nous avons également fait de la sensibilisation au cours de cette commémoration, passer des informations et c'était ça notre objectif. Et pour ce qui est de la démocratie, c'est que ce soit les souvenirs justement pour préparer l'avenir ou encore la promotion des droits humains, ce sont les ferments, ce sont les éléments qu'il faut pour asseoir une bonne démocratie. Et c'est justement sur ces différents éléments que nous sommes revenus tout au long de cette commémoration, aussi bien dans la boucle du monde à Dédougou que dans les autres régions dans lesquelles il y a eu des activités menées au cours de cette commémoration. Alors, au-delà de cette journée, quelles sont les actions du gouvernement tendant à promouvoir le civisme au Burkina Faso et à instaurer et préserver la paix sociale dans notre pays? Oui, en matière de promotion de civisme et de préservation de la paix, il y a tout un programme qui a été arrêté et contenu dans la politique, mais également à travers le document de référence qui est élaboré depuis 2005 et qui prévoit des activités pour la préservation de la paix et pour promouvoir justement la tolérance, cultiver la tolérance. Donc nous mettons en œuvre ces activités et ce que nous faisons, c'est la sensibilisation surtout. Nous passons les messages, nous faisons également de l'éducation parce que nous pensons que le changement de mentalité, le changement de comportement, tout cela ne peut venir qu'à partir de l'éducation. Donc nous mettons vraiment les bouchées doubles sur ces aspects, information, sensibilisation, éducation, pour pouvoir promouvoir le civisme et préserver la paix. Parlant de démocratie, il faut savoir que les réformes politiques sont une dynamique engagée depuis ces derniers temps. Le centre a été la dernière région à boucler la boucle des rencontres régionales sur le suivi de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. La rencontre a pris fin hier et elle aura permis de récolter les différentes suggestions et recommandations, question de garantir la paix et la stabilité pour une émergence assurée du Burkina Faso. Le reportage de Nyarkiteda. Très attentifs, ils sont venus de la région du centre pour s'imprégner de l'état de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles comme cela a été fait dans les autres régions du Burkina Faso. Sur 106 propositions de réformes, beaucoup ont été mises en œuvre selon l'équipe du CCRP, le Conseil consultatif sur la réforme politique, envoyé auprès des acteurs de la région du centre. On a pu mettre dans la Constitution la fourchette d'âge pour être candidat à la présidence. On a pu mettre dans la Constitution la création du Parlement. On a pu mettre dans la Constitution l'amnistie circonscrite dans le temps aux anciens chefs de l'État. Désormais, le Premier ministre, après sa nomination, est en devoir de se présenter devant l'Assemblée nationale et de porter à l'Assemblée nationale connaissance de son discours de politique générale. Nous sommes à l'étude de la mise en place d'une administration électorale. Les acteurs de la région du centre saluent l'organisation des rencontres régionales, ce qui leur a permis de s'informer sur les réformes politiques consensuelles et de mesurer surtout leur niveau de mise en œuvre.
Et regardez sur le canevas, d'autres sont à 70%, d'autres sont presque à 100%. Je me dis que c'est bon, c'est assez bien. Le niveau est bon. Nous pouvons nous réjouir de savoir que finalement, les populations vont s'approprier toutes ces réformes qui sont dans le but de renforcer la démocratie, de permettre un dialogue social, de permettre qu'il y ait un renforcement de la démocratie. Notons quand même qu'il y a eu des progrès, même si beaucoup reste à faire, même s'il reste beaucoup à faire. Quand vous prenez par exemple notre constitution qui stipulait que pour être candidat à la présidentielle, par exemple, il fallait être burkinabé, né de parents eux-mêmes nés burkinabés. Aujourd'hui, à l'issue des réformes, on a changé, c'est devenu, il suffit d'être burkinabé pour être candidat à la présidentielle. La rencontre de Ouagadougou a servi de cadre pour faire le bilan de toutes les rencontres régionales. Et selon le ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, ici représenté par le gouverneur de la région du Centre, près de 1500 délégués ont participé aux rencontres régionales. Il a loué leur esprit de concertation et de dialogue qui place résolument le Burkina Faso sur la voie de la paix et de la stabilité. Et on a vu une grandeur d'esprit lors des échanges et je pense que ça qui nous permettra ensemble d'aller vers la paix à travers ces réformes politiques consensuelles. Dans l'immédiat, la mise en œuvre effective du Sénat sera l'une des préoccupations majeures du CCRP, le Conseil consultatif sur les réformes politiques. Madame le ministre, en dépit de toutes les actions de sensibilisation que vous menez, comment expliquez-vous la recrudescence de revendications sociales de plus en plus violentes dans notre pays? C'est vrai que depuis un certain temps, nous assistons à des revendications assez violentes, ce qui est vraiment dommage, situation que nous déplorons vivement. Cependant, je crois que cela est lié au fait que les Burkinabés prennent conscience de plus en plus de leurs droits et souhaitent que ces droits soient effectifs, que ces droits soient mis en œuvre. Maintenant, il nous revient à nous de continuer à sensibiliser sur la réglementation en vigueur lorsqu'on veut revendiquer, lorsqu'on veut manifester, mais également, comme vous l'avez dit tantôt, de continuer la sensibilisation pour des revendications responsables. Il faut que chaque acteur sache qu'il a une part de responsabilité dans la construction du Burkina et que dans sa manière de revendiquer, dans sa manière de mettre en œuvre, de demander la mise en œuvre de ses droits, il faut penser également que nous avons des devoirs, que chacun a des devoirs et que autant nous revendiquons les droits, autant nous devons également observer ces devoirs-là. Donc c'est un travail continu, c'est un travail de longue haleine et nous continuons ce travail-là sans relâche. Merci. Dans quelques jours, vous allez conduire une importante délégation à Genève pour la revue périodique universelle des droits humains. Quelle est la photographie des droits humains au Burkina que vous allez présenter dans cette haute instance des Nations Unies? Je vous remercie de nous donner l'occasion de parler de l'examen périodique universel. Effectivement, le 22 avril 2013, le Burkina sera examiné pour la deuxième fois par le Conseil des droits de l'homme pour ce qui concerne la situation des droits humains au Burkina Faso. Cet examen consiste particulièrement à faire le point sur la mise en œuvre des recommandations issues du premier passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel et également à faire des recommandations sur de nouvelles situations qui se seraient présentées depuis ce passage-là. Donc, il y a un rapport qui a été préparé par le Burkina en collaboration de manière participative avec les différents ministères intéressés et les acteurs de la société civile. Ce rapport a été élaboré basé justement sur les recommandations faites au premier passage, mais également d'autres informations sur la mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso. Mais il sera également question de certains éléments, de certaines difficultés qui auront été transmises au Conseil des droits de l'homme par les autres acteurs, puisqu'il y a des rapports alternatifs, des rapports parallèles qui sont déposés également. Et c'est sur tout cela que nous allons revenir au cours de cet examen. Nous allons, comme vous le dites si bien, faire la photographie des droits humains au Burkina Faso, revenir sur les progrès qui ont été réalisés, mais il se doit également de revenir sur les difficultés et les obstacles que nous avons à mettre en œuvre d'autres droits.
Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de la revue passée, si on devait donc essayer d'évaluer à combien % se trouve le niveau de mise en œuvre de ces recommandations-là? Bon, il m'est difficile de donner un pourcentage en chiffres, mais ce qui est sûr, nous avons remarqué que la plupart des recommandations faites au Burkina, il y a des actions qui ont été menées dans la plupart des recommandations faites. Il y a quelques-unes des recommandations où il est difficile actuellement, on n'a pas pu vraiment avancer, ça existe. Mais je dois reconnaître que la plupart des recommandations ont été... Bon, il y a effectivement, par exemple, nous avons été interpellés par rapport à la polygamie. Par exemple, sur ce plan, nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous avons également été interpellés par rapport à la peine, à l'abolition de la peine de mort. Sur ce plan également, nous n'avons pas avancé. Mais comme nous l'avons toujours souligné, c'est une question de contexte. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas aller au rythme souhaité par la communauté internationale. Nous allons à notre rythme en fonction de nos traditions, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos cultures. Et bon, on va y arriver. Merci bien, Madame le ministre, de vous être prêtée à nos questions. Suite de ce journal, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement et ses directeurs généraux et régionaux étaient en concertation pour une revue de l'ensemble des chantiers entrepris au niveau des régions. C'est un exercice qui se veut trimestriel pour une mise en œuvre réussie des grands projets du pays en matière d'infrastructures que de routes. Le reportage de Adama Koulibaly. Instaurer un cadre de dialogue permanent avec ses responsables régionaux pour le suivi des divers chantiers entrepris, telle est la philosophie de cette concertation trimestrielle du ministère en charge des infrastructures et du transport, dont la première pour cette année 2013 se tient ce jour à Ouagadougou. Nous avons des services déconcentrés à l'échelon régional et à l'échelon provincial, et nous avons pensé qu'il serait toujours bon qu'au moins une fois par trimestre, nous puissions nous asseoir pour faire le point de l'état de mise en œuvre donc, des différentes activités au niveau donc, de ces services déconcentrés, voir quels sont les acquis, quelles sont les insuffisances, évaluer ensemble le chemin parcouru et voir réellement quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour améliorer le travail de ces différents services qui sont justement des services de proximité au profit des populations. Cette rencontre est également la première depuis l'extension du ministère des Infrastructures et du Désenclavement au transport. Comme vous le savez, notre département a connu une fusion avec le département en charge des transports, ce qui a élargi un peu le champ d'action. Et cette première réunion de l'année 2013, justement, qui est ouverte à l'ensemble donc, des structures déconcentrées de l'ex-ministère des Transports, constitue en tout cas une véritable opportunité pour partager un peu les informations sur la mise en œuvre du programme d'activité de ces deux sous-secteurs et voir un peu comment nous pouvons mettre en symbiose la dynamique de travail. Au regard des résultats engrangés en 2012, selon le ministre, les actions de 2013 devraient continuer dans le même sens pour l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens à travers le pays. L'Union européenne et la FAO donnent un coup de pouce à la filière sémencière burkinabé. Du matériel agricole et des équipements sont mis à la disposition des unions régionales des sémenciers et de l'INERA pour produire durable et qualité à travers un système de certification des variétés de semences, ce dont survient dans le cadre du projet d'appui au renforcement des bases de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le reportage de Ernest Kambiré. Des trieuses calibreuses pour les plaines de production et pour l'INERA, des ordinateurs portables et de bureaux, des fauteuils et des imprimantes. Voici entre autres le lot de matériel et équipements agricoles mis à la disposition des acteurs de la filière semencière par l'Union européenne et la FAO dans le cadre de l'exécution du projet appui au renforcement des bases de la sécurité alimentaire. Un ensemble d'équipements qui permettra aux unions semencières régionales d'être plus performantes dans la gestion et la capitalisation des actions conduites d'une campagne à l'autre. Nous considérons que sécuriser cette filière semencière est une des composantes, c'est une des composantes, mais absolument nécessaire pour aider le pays à assurer sa juste lutte au bénéfice des populations dans le sens d'un renforcement de la sécurité alimentaire. Le projet appui au renforcement des bases de la sécurité alimentaire est financé à hauteur de 3,2 milliards de francs CFA par l'Union européenne et la FAO avec pour objectif le renforcement de la filière semencière dans les communautés rurales affectées par les chocs climatiques.
Et ce don de matériel et équipement va plus spécifiquement consolider la filière semencière à travers un système durable de multiplication et de certification des semences. C'est vraiment un bon geste que le gouvernement salue à sa juste valeur. Parce que n'oubliez pas que nous prévoyons dans notre programme de faire en sorte que le niveau d'utilisation de la semence atteigne un objectif, il faut en convenir, un objectif ambitieux de 50% à l'horizon 2015. Outre ce lot de matériel et équipements remis aux unions régionales de producteurs semenciers et à l'INERA, le projet va financer la construction d'une chambre froide répondant aux normes et standards internationaux de recherche pour la station de l'INERA à Farakoba. Hanouna, dans la COSI, chercheurs, producteurs, exportateurs, ONG et associations recherchent ensemble les voies et les moyens pour assurer un développement harmonieux de la filière sésame. Les différentes réflexions devront aboutir à la mise en œuvre d'une plateforme d'innovation multi-acteurs sur le sésame afin de booster le secteur. Reportage Nicolas Zigani. Chercheurs, producteurs, transformateurs, commerçants, représentants d'institutions financières, ONG, associations vont au cours de cet atelier examiner les potentialités qu'offre la filière sésame au Burkina Faso. Le sésame entre dans la production de plusieurs produits alimentaires avec une forte demande à l'échelle internationale. C'est pourquoi les acteurs vont cogiter pendant 2 jours à la recherche des voies et moyens pour soutenir la filière. À l'issue de cette rencontre-là, tous les acteurs vont s'engager. En plus, vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère du Commerce, vous avez le ministère de la Recherche scientifique. Nous avons la microfinance. Nous avons tous ces gens-là qui vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse amener la filière sésame du Burkina Faso à un niveau acceptable, à un niveau qui lui permet en tout cas d'être profitable pour le pays. Une rencontre bien appréciée par certains participants. Ça va être une occasion d'apprendre et d'échanger sur ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Et nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, une organisation forte, une organisation viable peut être mise sur pied et nous permettre d'avancer très rapidement dans cette production qui est, je peux le dire, un phare pour le Burkina. Au sortir de cet atelier, les acteurs sont appelés à mettre en nu les difficultés pour une meilleure promotion de la filière sésame au Burkina Faso avec des propositions pertinentes. Un forage peut transformer la vie en milieu rural. La Fondation turque de solidarité et d'aide au peuple africain a remis un forage au profit de la population de Kognodougou, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Kombisiri. Le forage est situé dans la ferme du Larlé Naba Tigré, président de l'association Belouet, qui accompagne les jeunes dans des activités agro-silvopastorales. Le reportage est signé de Kadi Sanogo. Les habitants du village de Kognoudou, qui signifie soif en moré, n'auront plus soif. Ils ont désormais un forage grâce à la Fondation turque de solidarité et d'aide au peuple africain. À travers ce geste, cette fondation veut apporter son soutien aux efforts du Larlé Naba Tigré dans sa lutte contre la pauvreté. Situé dans sa ferme, l'inauguration de ce forage marque du même coup le démarrage des activités agro-silvopastorales au profit des jeunes de la localité. Ils pourront faire l'élevage du canard et la culture du moringa. Nous avons fait le constat que, en dehors du fait que cette association apporte de l'aide en termes tout simplement d'eau potable à la population du Burkina Faso, c'est une association aussi qui contribue au quotidien à l'amélioration de la situation, surtout des jeunes, en leur trouvant des opportunités d'emploi. Nous savons aussi que c'est une association qui lutte, c'est dire permanemment contre la pauvreté. Voilà pourquoi nous n'avons pas trouvé, en tout cas, mieux que d'apporter notre concours à cette association-là. Le porte-parole des bénéficiaires, le président de l'association Belouet, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs. J'apprécie grandement ce geste de forage à ma modeste personne au profit de cette population, parce que avec ce forage, je pourrais non seulement donner l'opportunité aux populations de boire de l'eau potable, de l'eau saine pour leur santé, mais aussi en appoint. C'est une source de promotion d'une filière agro-silvopastorale, en l'occurrence le canard et le moringa, qui sont deux sources d'activités rémunératrices au niveau villageois et même en ville.
Le donateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre forage a été promis au président de l'association Belouette, le Larlé Naba Tigré. Toutes choses qui témoignent des bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et le Burkina. Les OGM font couler beaucoup d'encre et de salive en Occident. Au Burkina Faso aussi, la polémique fait rage entre les protagonistes de l'utilisation de la biotechnologie dans l'agriculture et ses détracteurs. Pas d'inquiétude, rassure l'Agence nationale de biosécurité pour taire toute rumeur et toutes les détractions donc, sur les OGM. Sur les OGM, sa direction a organisé un atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des acteurs impliqués de près ou de loin dans l'usage des OGM. Le reportage de Karim Patrick Namono. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, au Burkina Faso, c'est un secret de polichinelle. Le coton BT, cultivé et transformé à l'ouest, en est l'illustration. La pomme de terre, les aubergines et la papaye sont en ligne de mire de l'Agence nationale de la biosécurité. Mais pour les céréales et les produits maraîchers, l'agence se veut formelle. Les légumes sont épargnés des OGM. À travers le monde, il y a des légumes qui sont génétiquement modifiés et c'est possible que nous soyons confrontés à un moment donné à une demande d'autorisation d'avoir de la pomme de terre génétiquement modifiée ou de la tomate génétiquement modifiée au Burkina. Et donc commençons à comprendre de quoi il s'agit avant de penser donc à adopter ces technologies-là. Rassurer, c'est aussi communiquer, informer et surtout sensibiliser sur la biosécurité et sur la loi régissant la biotechnologie au Burkina Faso. C'est l'enjeu de cette rencontre de Waïguya. Elle réunira à terme plus de 400 personnes pour être à l'avant-garde des risques biotechnologiques. Nous ne connaissons pas très bien actuellement l'utilisation de cette technologie ici. Certainement que ça peut se trouver aussi dans l'alimentation. Mais donc il faut expliquer à la population quels sont les avantages, mais bien entendu aussi quels sont les inconvénients de l'utilisation de cette technologie. La rencontre de Waïguya a l'avantage d'apporter l'information juste et de lever tout équivoque dans l'esprit de ses producteurs et consommateurs d'éventuels OGM. Avec le coton BT, le Burkina Faso est l'un des 3 pays africains à cultiver les OGM. Les 2 autres pays sont l'Égypte et l'Afrique du Sud. Décentralisation, les exécutifs locaux continuent de se mettre en place tambour battant. À la tête de la commune de Diabo dans le Gourma, un Soubeïga remplace un autre. René cède le fauteuil à Jean-Marie et sa préoccupation fondamentale, c'est l'unité pour construire ensemble. Reportage signé Tanga Kafando. Un pays Zaouga, ses pas de danse s'esquissent lors des grands événements comme celui de ce samedi 30 mars 2013 à Diabo, dans la province du Gourma. René Soubega, le nouveau maire de la commune rurale de Diabo, est officiellement installé dans ses fonctions. Conseiller en intendance universitaire, René Soubega est élu conseiller municipal le 2 décembre 2012 sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès et porté à la tête du conseil municipal le 10 mars 2013. Un conseil municipal de 128 membres, dont 30 femmes. Pour le nouveau maire, les clivages politiques laissent maintenant place au travail pour la mise en œuvre du programme quinquennal. Un programme qui tourne autour du renforcement des infrastructures sociales de base, la gouvernance participative, le développement de l'agriculture et de l'élevage, l'appui au secteur privé et la valorisation du patrimoine culturel. Je crois que nous sommes sur le signe de l'unité dans l'action. Le premier chantier, c'est d'abord mobiliser tout le monde, ensuite bâtir un plan communal qui va nous permettre ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme action. Donc nous allons d'abord faire un diagnostic de notre commune et à ce moment, nous allons poursuivre un plan d'action. René Soubega remplace Jean-Marie Soubega, à qui il a rendu un hommage pour le développement amorcé par l'équipe sortante. La cérémonie d'installation a mobilisé les populations et les forces vives de la commune de Diabo et s'est tenue sous le parrainage de Amirou Yonaba, qui a également appelé les fils et les filles de la commune à l'union autour du maire et de son conseil municipal afin de relever ensemble les défis qui les attendent.
À Yalgo, dans le Namantenga, les fils et filles de la commune se sont mobilisés pour marquer leur soutien au nouveau maire, Bertrand R. Yamugo. Il prend le témoin des mains de Amidou Yamugo pour une course de vitesse et à la fois de fond pour le développement de cette commune rurale de 10 villages et de 5 secteurs. Reportage Karim Namono. Les masques sacrés donnent le ton de la cérémonie. Bertrand Ragayameogo, le maire entrant, accompagné du préfet de Yalgo, est en terrain conquis. Les autorités administratives, coutumières et la population apportent ici leur soutien au nouveau maire de la commune de Yalgo. Il est porté à la tête de la commune pour 5 ans. 5 ans au terme desquels il sera jugé sur son bilan. Bertrand Ragayameogo en est conscient. Pour l'heure, il prône la concertation pour élaborer à l'unisson un plan commun de développement assorti d'une vision commune. Nous allons mettre l'accent sur le renforcement de la cohésion sociale parce qu'au niveau de Yalgo, la commune est au carrefour de toutes les ethnies. Donc il faut que nous mettions l'accent sur le renforcement de la cohésion sociale pour que les gens vivent en harmonie pour la paix, pour nous permettre d'avancer. Voici l'équipe communale sur laquelle le maire Bertrand Ragayameogo devra s'appuyer pour assurer l'accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation pour tous dans les villages et les secteurs de la commune de Yalgo. Le défi étant grand, des conseils ne sont pas de trop. La fonction du maire, ce n'est pas une fonction facile. Cette fonction demande un appui de tous les parts, aussi bien de la part de l'administration, de la part des conseillers, de la part de la population. On a également demandé au maire d'être un maire de tout le monde, d'être très conciliant, d'écouter surtout et d'avoir en cœur un seul objectif, celui de développer économiquement et socialement sa commune. Yalgo est une commune rurale située dans la province du Namantenga. 10 villages et 5 secteurs forment la commune, habitée en majorité par des Mossi, des Peuls et des Gourmanchi. La joie de Pâques partagée à l'hôpital Blaise Compaoré avec les malades et le personnel de l'hôpital national. Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, y a dit une messe après une visite des lieux. L'archevêque a invité le personnel à être fidèle, serviteur de la vie auprès des malades. Le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Une célébration eucharistique en cette période de Pâques pour rappeler au personnel de l'hôpital national Blaise Compaoré le service rendu par le Christ pour sauver l'humanité. Et à l'image du Christ, les travailleurs devront être au service de la vie. Je souhaite que vous soyez tous de fidèles et bons serviteurs, à l'instar de Jésus ressuscité, qui a lavé les pieds de ses disciples, que vous puissiez constamment agir par amour, laver les pieds des malades, soigner les malades avec amour. La chapelle côtoie le temple protestant et la mosquée. C'est un symbole d'unité et de tolérance dont s'est réjoui l'archevêque. Les fidèles, eux, souhaitent d'autres visites de ce genre. Et nous attendons vraiment qu'ils viennent encore souvent, très souvent. C'est vrai que ce n'est pas facile avec son emploi du temps. Nous attendons qu'ils viennent souvent célébrer la messe avec nous. Pour édifier davantage notre foi. Avant la messe, l'archevêque Philippe Ouedraogo a visité quelques services de l'hôpital. L'administration, le laboratoire et l'imagerie ont édifié l'homme d'église. Je passais souvent pour aller vers Saponé, je n'avais jamais mis pied. Mais désormais, j'ai un autre regard. Je vois que cette structure, cet hôpital a été édifié pour tous les Burkinabés. Et j'étais heureux de voir des personnes de modestes conditions qui étaient prises en charge. Il y a même un service social, c'est formidable. L'archevêque de Ouagadougou entend ici apporter assistance et réconfort à tous ceux qui en ont besoin. Son bâton de pèlerin en main, il ira dimanche prochain à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À Kaya, les hauts fourneaux sont à nouveau debout pour témoigner du savoir-faire antique de réduction du fer. Ils ont été relevés et restaurés après les pluies qui les avaient fait écrouler. Et dans cette œuvre de restauration, l'association Passaté a bénéficié du soutien de la Fondation Prince Claus pour la culture et le développement. Reportage Boukari Ouedraogo. Le geste est mécanique, il faut le répéter pendant 4 heures du temps environ et au finish, le résultat est là. C'est ainsi que les forgerons de Legmoin du sud-ouest du Burkina procédaient à l'extraction du fer. Les forgerons ont un point commun, l'extraction du fer, mais seulement la technicité diffère d'une localité à une autre ou d'un pays à un autre.
C'est ce qui explique les différentes formes de ces hauts fourneaux, qu'ils soient communautaires ou familiaux. Ces vestiges ont une forte charge culturelle et donc l'association Passaté, avec l'appui financier de la fondation néerlandaise Prince Claus pour la culture et le développement, a réhabilité ces fourneaux traditionnels. Il faut que d'autres forgerons viennent construire, parce que c'est pas seulement un échantillon de 2 ou 3 pays. Mais il faut qu'il y a d'autres pays qui peuvent venir. Mais il faut qu'on sache que ça sera préservé. Il faut qu'on sache qu'un jour, le monde entier peut venir au Burkina et à Kaya précisément pour voir les fourneaux africains. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique. Premier musée de hauts fourneaux en Afrique, l'ambition est grande et les promoteurs veulent poursuivre leur initiative afin de faire de ce lieu le témoin du passé technologique de l'Afrique pour un transfert aux générations futures. Ces réalisations représentent une grande chose pour la région du Centre-Nord et ça va nous permettre aussi vraiment de pouvoir accompagner les populations pour que les enfants puissent aussi connaître leur culture, connaissent leur histoire et sachent d'où ils viennent et d'où ils partent. Au cours de cette cérémonie de réception des fourneaux traditionnels et réhabilités, les personnes qui œuvrent pour la promotion de la culture dans la région du Centre-Nord ont reçu des attestations de reconnaissance et des trophées. Floby est en concert ce vendredi 5 avril au CIAO. Ce concert est organisé dans le cadre de sa tournée nationale qui a débuté le 14 mars dernier. L'artiste en parle au micro de Oumou Sissi. C'est comme un vieillard, pas d'enfant, pas de femme, pas de famille. Seulement, c'est comme lui, comme toi et comme moi. Comme nous, comme vous et comme eux. Vraiment, la tournée a commencé depuis le 14 mars et on a été d'abord à Poutenga. Et sincèrement, toutes les provinces qu'on a été, c'était vraiment des salles combles. Et guichets fermés. Sincèrement, je suis très satisfait. Et ce soir, c'est du côté de Ouagadougou. J'invite la population à faire le déplacement au niveau de Chiao. Ils ne seront pas dessus. Ils connaissent qui est Floby, ils savent qui est Floby sur scène. Et la grande surprise, je suis en création avec Greg sur une chanson, je suis en création avec Faso Combat. Et il y a plein d'artistes qui seront là pour me soutenir. Pour ce concept, ça va bouger. Floby qui fait partie des nominés du Koundé de cette année avec Des Altino, les Players qui sont donc les artistes en lice pour la succession de Eugène Concor du Koundé d'or 2012. Le commissariat général des Koundé a présenté la liste des artistes musiciens nominés hier. Au total, 42 musiciens ont été nominés dans 14 catégories. Flavor et Braquette et Azonto font partie également des artistes étrangers nominés. Le décompte avec Évariste Kombari. À quelques jours des Koundé, les trophées de la musique au Burkina Faso, le comité d'organisation de cet événement musical lève le voile sur les nominés. Au total, 14 trophées seront décernés pour 42 musiciens nominés. Seules les œuvres produites entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013 ont été prises en compte. Pour cette édition 2013 des Koundé, on retiendra que l'artiste musicien Greg est nominé dans 2 catégories, tandis que Nourat et Floby sont nominés dans 3 catégories. L'édition de Koundé 2013 s'est aussi enrichie d'une nouvelle catégorie, à savoir le Koundé du meilleur featuring. Dans la catégorie Koundé d'or, le trophée le plus attendu, Floby, Des Altino et les Players tenteront de succéder à Eugène Concor. On est lancé, comme on l'a dit, on est en train de faire des contacts pour les artistes, pour le travail des nominés, vous avez vu, et il est là, il est prêt, avec comme pas mal de difficultés sur le plan financier toujours, mais au niveau de Koundé, l'engagement qu'on a pris, c'est que le Koundé se fera toujours avec le budget dont il dispose. Et on a décidé d'aller à la salle de banquet parce qu'on pense que l'endroit est mieux adapté au niveau de la climatisation et autres. Le palais des sports nous donnait beaucoup de possibilités, mais en même temps, les aménagements faisaient que la climatisation n'avait pas bien donné parce qu'on est obligé de boucher par la décoration pour ne pas qu'il y ait des gradins. On a une émission télé, donc pour éviter ça, et que, surtout que maintenant, il est permis de dîner à la salle des banquets, donc on va y retourner et puis on espère que tout va bien se passer. Lequel des 3 nominés, Floby, Des Altino et les Players, lèvera le Koundé? Réponse le 26 avril 2013 dans la salle des banquets
de Ouaga 2000. Et pour terminer, sachez que le jardin Remdogo est depuis hier un sanctuaire du rire et de l'humour avec l'ouverture du FIRO, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, de la bonne humeur à gogo qui a débordé jusqu'au centre d'Elwende de Tanguin. Les artistes sont allés rendre visite aux vieilles victimes d'exclusion. Reportage Abdul Rasmane Zongo. Rire, décontraction et joyeux vivant du public, voilà l'ambiance détendue qui prévalait la nuit dernière au jardin de la musique Remdogo. Nous sommes au 6e Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou avec la prestation inaugurale des humoristes de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Togo. Tu sais, je voudrais profiter de cette occasion pour te dire merci par rapport aux étalons. Vous savez, si les étalons ont gagné, c'est grâce à Ado, parce qu'il m'a dit de les faire manger du mouton fumé avant d'aller. Et c'est ce qu'ils ont mangé et ils ont gagné. Oui, effectivement, c'est vrai, parce que Monsieur Compaoré aussi m'avait dit de faire manger des photos, soit de placader aux joueurs. C'est ça. Mais malheureusement, ils ont mangé de la tchéké. Ah, tu vois, voilà. Ils sont passés à côté. Mais je ne regrette pas vraiment d'être venu, parce que déjà, vous voyez sous mes yeux, c'est les larmes qui coulent, mais pas des larmes de tristesse, mais d'émotion. On est stressé par le boulot, on est angoissé, mais quand on vient ici, c'est vraiment la joie. On rit et on rentre tout comme ça. L'innovation majeure de l'édition 2013 est la décentralisation du spectacle à Koudougou et à Bobo-Dioulasso, l'organisation d'une formation au profit de jeunes humoristes et une visite aux personnes en situation difficile. L'initiatrice du FIRO revient sur l'importance du rire. Le rire pour moi, c'est la vie. Le rire, c'est la santé. Le rire, c'est l'amour. Le rire, c'est le bonheur. Le rire, c'est tout. Le rire, quand je dis c'est la vie, pour moi, ça englobe tout. Une personne qui ne rit pas ne vit pas. Aussi rehaussé par une prestation musicale, le FIRO 2013 se tient du 4 au 6 avril.